Salut tout le monde, c'est votre pile à A préféré, composé de Aurélie RM Las. Aurélien RMEB passe. et Aldo RMGT Pass. Dans cette première vidéo sur les liaisons chimiques, on va commencer par vous faire un petit rappel de cours sur VSEPR, les orbitales moléculaires et l'hybridation. Ensuite, Je vais vous faire un petit exo sur VSEPR. Et enfin, on finira avec un énorme diagramme sur HCl. premier rappel de cours qui va porter sur VSEPR. On se souvient, VSEPR, ça nous sert à déterminer la géométrie d'une molécule dans l'espace. Ici, on considère 3 molécules, une de 3. On va essayer de déterminer leur géométrie dans l'espace en utilisant la formule ALNEM. Petit rappel sur cette formule. Ici, le A, c'est notre atome central. Donc si on prend la première molécule, qui est une molécule d'eau, notre A va être l'atome d'oxygène. Ensuite, L, qu'est-ce que c'est? L, ça va être le nombre, non pas de liaison, mais le nombre d'atomes voisins qu'a notre atome central. On note ALNEM avec N, le petit nombre d'atomes voisins. Ici, N vaut combien? Il vaut 2. On voit bien que notre oxygène est lié à 2 atomes d'hydrogène ici. On a donc Al2. Enfin, E, c'est le nombre de doublets non liants. Sur l'atome central, l'oxygène ici, on voit bien qu'on a 2 doublets non liants qui sont juste là. On a donc Al2, E2. À présent, pour déterminer la géométrie de notre molécule, on doit faire la somme des deux nombres, donc N et M, qu'on a trouvés en regardant la géométrie de la molécule. Ici, L vaut 2, E vaut 2, 2 plus 2 égale 4, jusque-là tout va bien. On a donc N plus M égale 4, ce qui nous donne une géométrie tétraédrique. Du coup, on passe à la deuxième molécule qui est ici une cétone. On considère notre atome central qui est le carbone et on va essayer de compter combien d'atomes voisins il a. On a d'abord une première chaîne latérale R1, puis R2, ce qui nous fait 2 atomes voisins. Mais ensuite, pour l'oxygène ici, on doit bien compter un seul atome et non pas 2, car même s'il est lié par une double liaison au carbone central, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est le nombre d'atomes. On a donc 3 atomes voisins, Al3. Enfin, pour trouver le petit M qui va en indice du E, on regarde le nombre de doublets non liants sur notre atome central. Ici, on voit que l'oxygène en a, mais on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est ce que le carbone porte. Il ne porte aucun doublet non liant. On a donc Al3, E0. Comme pour la molécule d'eau, on fait la somme de N et de M. On a ici N égale 3, M égale 0, 3 plus 0, ça fait 3. N plus M égale 3. Et ça, d'après votre cours, on a une géométrie trigonale plane. On passe à la dernière molécule, une molécule bien connue, le dioxyde de carbone ou CO2. Dans ce cas-là, encore une fois, notre atome central, c'est cet atome de carbone qui se trouve juste ici. On commence par L, le nombre d'atomes voisins, 1, 2, qu'on fasse des doubles liaisons, des triples liaisons, peu importe, on a toujours 2 atomes voisins dans cette molécule. On a donc Al2. Et en ce qui concerne E, on n'a toujours aucun doublet non liant sur notre atome de carbone, même si on en a sur les oxygènes, peu importe. On a donc Al2E0, car on s'intéresse à notre atome central de carbone. On fait la somme de N plus M, on obtient 2, ce qui nous donne une géométrie linéaire d'après votre cours. Du coup, petit rappel sur les orbitales moléculaires. On avait vu qu'à l'échelle d'un atome, on a des orbitales atomiques, c'est-à-dire une région de l'espace dans laquelle on a 95% de chances de trouver un électron. À l'échelle de la molécule, la définition est sensiblement la même, sauf qu'on parlera d'orbitales moléculaires. Si on prend ici une liaison entre 2 atomes d'hydrogène qu'on note HA et HB, l'orbital 1SA et 1SB de nos 2 atomes d'hydrogène respectivement vont pouvoir se recouvrir, se combiner linéairement pour former 2 orbitales moléculaires. Une première qui s'appelle la sigma 1S, qui va être une orbitale liante, qui, lorsqu'elle va être remplie, va contribuer à former la liaison. Et une deuxième qu'on appelle la sigma étoile 1S. Pourquoi sigma étoile? Ça signifie qu'elle est antiliante. Lorsqu'on va remplir cette orbitale avec des électrons, on va casser la liaison. Donc dès que l'orbitale sigma 1S est saturée et pleine d'électrons, on casse tout simplement notre liaison. Si on la remplit à moitié, on va venir la déstabiliser, mais la liaison ne sera pas rompue. On peut faire exactement la même chose avec des orbitales P cette fois. Donc là, on parlait d'orbitales 1s qui sont, on se souvient, de symétrie sphérique. Si maintenant on prend des orbitales P qui ont une symétrie de révolution, c'est-à-dire qui tournent autour d'un axe. On prend ces 2 orbitales P dans cette configuration-là et on peut les faire se recouvrir, cette fois non plus un recouvrement axial, mais un recouvrement latéral. On a ici notre axe sur lequel on va trouver les 2 plans nodaux de nos orbitales. Donc on a un premier plan nodal juste ici et un second ici.
Si on recouvre nos deux orbitales de cette manière, une première au-dessus du plan nodal et une deuxième ici, on va pouvoir former deux orbitales moléculaires, les pi, donc des orbitales bien sûr pi liantes, donc la pi z liante, et ensuite la pi z antiliante. On voit bien sûr ici qu'on a toujours un plan nodal entre nos orbitales pi. Ok, donc quelques petits rappels de cours qui sont absolument essentiels sur les orbitales moléculaires. Au début, si on part de n orbitales atomiques, on va former n orbitales moléculaires. On est en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quelque chose qu'il est bien important de retenir, c'est la distinction entre la formation des orbitales moléculaires sigma et des orbitales moléculaires pi. Les sigma, elles se forment par recouvrement axial ou longitudinal. On le voit ici, on se situe sur un axe, on a donc nos deux orbitales s qui sont sur un axe et on va venir faire un recouvrement axial ou longitudinal. Pour les pi, on parle de recouvrement latéral, c'est ce qu'on voit ici, c'est un peu comme des volets qui coulissent. Maintenant, si on s'intéresse à la solidité, à la stabilité relative des liaisons sigma et des liaisons pi, on a dit que pour les sigma, on était dans le cas d'un recouvrement axial. Un recouvrement axial, c'est comme ceci. On va venir tirer sur un axe, c'est extrêmement solide. Mes mains ici, elles sont fortement accrochées et pour les séparer, on va devoir apporter beaucoup d'énergie. Tandis que pour les pi, un recouvrement latéral, c'est comme si on faisait des volets. Ici, on voit que je suis beaucoup plus instable, on va facilement pouvoir briser la liaison pi. De fait, la liaison sigma est plus solide que la liaison pi. En termes énergétiques, ça veut tout simplement dire que la liaison sigma est plus basse en énergie que la liaison pi. Qui dit plus solide dit plus stable, donc moins énergétique. Du coup, là on vient de parler des molécules avec les orbitales moléculaires, mais on a encore une autre possibilité, toujours dans le cadre de l'atome, et cette possibilité c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Si on essaye par exemple de considérer le cas du méthane, donc CH4, on sait qu'on va avoir une géométrie tétraédrique avec donc des angles de 109,3, entre 109,3 et 109,5 degrés entre chaque liaison CH qui sont toutes équivalentes. En revanche, on sait que notre atome de carbone, il a une orbitale S et trois orbitales P qui sont juste ici. Le problème, c'est qu'on sait que les P, elles sont orthogonales entre elles. Elles forment donc des angles de 90 degrés comme ceci. Comment, à partir de ces angles de 90 degrés, on a pu former des angles de 109,3 ou 0,5 degrés? Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse, c'est par hybridation. Concrètement, on va prendre ici notre orbitale S, on va augmenter un petit peu son énergie, comme ceci, et abaisser un petit peu l'énergie des orbitales P pour arriver à un niveau énergétique commun entre les deux. Et dans ce cas-là, nos orbitales étant d'énergie proche, elles vont pouvoir se combiner. C'est en gros comme si vous preniez toutes vos orbitales, que vous les mettiez dans un grand bol et vous faites comme une pâte à pizza. Vous allez former une grande boule qui est votre pâte et à partir de cette boule, vous allez venir découper 4 pâtons qui vont être vos 4 orbitales atomiques hybridées qui vont résulter de cela. Au début, nos orbitales, elles sont pures. On a donc une S et 3 P et on a 3 possibilités d'hybridation. Premièrement, si on prend une orbitale S et l'entièreté des orbitales P, on a donc 4 orbitales atomiques mises en jeu au début. On va donc former 4 orbitales atomiques hybridées qu'on appellera des orbitales sp3. Pourquoi sp3? Parce qu'on a mis en jeu une orbitale S et 3 orbitales P, sp3. Si maintenant on se dit, cette orbitale P là, je vais la mettre de côté. Je n'y touche pas et je vais uniquement combiner cette orbitale S avec les deux premières orbitales P. On combine 3 orbitales atomiques au début. On va faire S plus 2 orbitales P, ce qui nous forme donc 3 orbitales atomiques hybridées sp2. Mais la petite orbitale P à laquelle on n'a pas touché, elle est toujours là. On conserve donc une orbitale P pure qui reste à la fin en plus de nos 3 orbitales sp2. Et si cette fois, de la même manière, on garde de côté les 2 orbitales P et qu'on fait uniquement une combinaison entre la première orbitale S et une orbitale P, on va former 2 orbitales sp. Pourquoi 2? Parce qu'on a combiné 2 orbitales atomiques au début et il nous restera nos 2 P purs qu'on a laissés de côté. Voilà pour l'hybridation. Ok, alors là, on va déterminer la géométrie et l'hybridation des atomes centraux de chacune de ces molécules-là. Concernant le bord, là pour le numéro atomique Z égale 5, donc il va avoir 3 électrons de valence, donc il fait 3 liaisons ici, sauf que du coup, puisqu'il fait 3 liaisons, il va avoir que 6 électrons autour de lui. Il ne va pas respecter la règle de l'octet, donc on lui met une lacune. Du coup, concernant sa géométrie au bord, on voit qu'il a combien de voisins? Il en a 3. Un là, un deuxième, un troisième, ça fait 3 voisins en tout, donc on a A, L
3. Au niveau du nombre de doublets non liants, on voit qu'il n'a pas de doublets non liants. Donc E, 0. On a n plus m égale à 3 plus 0, donc 3. Le bord, ici, a une géométrie trigonale plane. Et donc, il va être hybridé sp2. Ok, maintenant on va passer au phosphore ici, donc dans la molécule de POCl3. On voit qu'il a combien de voisins le phosphore? Il en a 1, 2, 3, 4. Donc Al4, E, donc combien de doublés non liants? On n'en voit pas, 0. Ce qui nous fait n plus m égale à 4 plus 0, soit 4. Il a une géométrie tétraédrique. Ok, donc là vous remarquez que le phosphore il fait 5 liaisons en fait autour de lui. Donc il fait partie des atomes de la troisième période qui peuvent dépasser en fait la règle de l'octet, comme le soufre. Et comme ils vont dépasser la règle de l'octet, au niveau de leur hybridation, ça va impliquer des orbitales d, et c'est hors programme, donc on ne verra pas l'hybridation du phosphore dans cette molécule dans cette vidéo. Et on se retrouve pour le dernier exercice. Le but c'est très simple, c'est de savoir combien de liaisons sont possibles entre l'hydrogène et le chlore. On commence avec le diagramme énergétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer les cases quantiques, les orbitales atomiques de chaque côté. Donc ici, on a l'hydrogène. L'hydrogène, c'est quoi au niveau de la configuration électronique? C'est 1s1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre orbital 1s, on aura uniquement un seul électron. Du côté du chlore, avec ses 7 électrons de valence, on aura d'abord la 3s, puis la 3p. On se souvient bien qu'au fur et à mesure que les sous-couches avancent, elles sont croissantes énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'on mettra d'abord la 3s, puis la 3p en énergie croissante. Qu'est-ce qu'on remarque immédiatement? On remarque que la 1s de l'hydrogène est plus énergétique que la 3p et la 3s du chlore. Cela veut dire que pour interagir, on va simplement combiner la 1s de l'hydrogène avec une des 3 orbitales 3p du chlore. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Déjà, on remarque que la 3s du chlore est intacte. On va la laisser juste ici, comme ça. On remarque ensuite que l'hydrogène interagit avec une des 3 orbitales atomiques 3p du chlore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recombiner tout simplement un électron de chaque pour former une orbitale moléculaire sigma. On a ainsi notre première liaison. Sauf qu'ici, on a un problème. Le problème, c'est que la 1s est tout simplement vide, et de l'autre côté, la 3p, il nous reste 4 électrons. Comment est-ce qu'on va faire ces petites modifications? On va simplement replacer nos électrons 3p juste ici, sans qu'elle soit en interaction avec l'atome d'hydrogène. On rappelle que l'atome d'hydrogène ne possède qu'un seul électron, il ne peut donc pas former de double ou de triple liaison. On a donc uniquement une liaison sigma et sigma anti-liante. La sigma est remplie, la sigma anti-liante est vide. En revanche, on a 3 autres orbitales, on ne sait pas comment les appeler. On va du coup les appeler psi. Ces orbitales psi, au nombre de 3, ne vont pas interagir avec l'hydrogène, et d'ailleurs avec aucun autre atome, elles vont rester telles quelles. Comment on modélise ça au niveau de la molécule? On va simplement former les orbitales psi en tant que doublés non liants au nombre de 3. Et avec cette configuration, on aura donc une forme stable qui respecte la règle de l'octet. Enfin, une fois qu'on a fait ce petit diagramme, on essaye de trouver le nombre de liaisons entre l'hydrogène et le chlore. Donc je vous ai un peu spoilé ici, c'est au nombre de 1, mais on a une formule bien chimiste pour calculer cette liaison. Cette formule, c'est l'ordre de liaison, qui est égal au nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants, le tout divisé par 2. Donc on regarde notre énorme schéma, énorme diagramme, et du coup on remarque qu'on a uniquement sigma et sigma antiliante dans les orbitales qu'on prend en compte. Dans l'orbital sigma, on aura 2 électrons, donc 2 électrons liants. Et dans l'orbital sigma antiliante, on aura 0 électrons, donc 0 ici. 2 moins 0 divisé par 2, ça fait bien 1. On a un ordre de liaison de 1, cela signifie qu'on aura une seule liaison entre l'hydrogène et le chlore. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et n'hésitez pas à cliquer sur les autres qui vont être dispo sous peu. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a été utile, que vous avez compris toutes ces notions sur les liaisons chimiques. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser, si vous nous voyez au bureau ou sur le forum si remarche, espérons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, la cloche, tout, laissez des commentaires en masse et n'oubliez pas de travailler vos cours quand même. On va finir par une petite blague, petite tradition qu'on a instaurée en chimie. Alors, un hélium rentre dans un bar. Le barman lui dit « On ne sert pas les gaz nobles ici ». L'hélium ne réagit pas.